Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. La volatilité fait son grand retour depuis quelque temps sur les marchés, qu'il s'agisse des marchés de matières premières, de métaux précieux ou sur les marchés actions. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de voir et de comprendre ça avec Sébastien Corchia, le directeur des investissements chez Cogefi Gestion. Mais avant d'entamer la discussion avec Sébastien, rappel rituel pour nous soutenir. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Et puis si vous voulez savoir ce qu'on pense des marchés, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter 100% gratuite. Vous avez un lien sous la description, enfin dans la description sous la vidéo. On retrouve tout de suite Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on a assisté tout de même à des phénomènes absolument déroutants et spectaculaires sur le marché des métaux précieux. Je commence par là parce que ça a été tout de même saisissant. On a vu les cours de l'or qui sont envolés, les cours de l'argent pareillement, et puis on a assisté à une dégringolade tout aussi spectaculaire sur vraiment quelques séances. Alors, généralement, quand on a un retour de la volatilité comme ça, on se dit c'est un peu le canari dans la mine. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'image, je rappelle que à l'époque où l'industrie minière, donc l'extraction de charbon, était tout de même une industrie prépondérante, eh bien les mineurs allaient sous terre et ils risquaient évidemment de mourir tout simplement à cause des remontées de gaz. Et pour se prémunir de ça, ils emportaient un petit canari qu'ils mettaient dans une cage. Et quand le canari mourait, ça voulait dire que le grisou menaçait et il était temps de remonter à la surface. Alors, est-ce que finalement, ce qui s'est passé sur les marchés de l'or et de l'argent, pour ne parler que d'eux, est un signal qu'on a une agitation, une nervosité de plus en plus grande parmi les investisseurs, qui généralement constitue un préalable à un accident sur les marchés financiers. Alors vous avez raison de rappeler Vincent cette histoire du canari dans la mine parce que c'est ce qui se passe sur l'or, l'argent, mais pas seulement, sur d'autres métaux précieux et également sur le Bitcoin, parce que tout ça est quand même un peu dans le même sens et un peu en même temps, est un peu un signal d'alerte. Et effectivement, on pourrait le considérer comme le canari dans la mine. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des marchés, en tout cas si on revient à l'or et à l'argent tout particulièrement, ce sont des marchés qui normalement sont des marchés dits refuges. Or là, on voit que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le refuge qui fait l'objet de volatilité. Et déjà, c'est pas un bon signe. Et en plus, on comprend que cette volatilité trouve sa naissance dans un excès, dans une forme d'exubérance, mais en tout cas dans un excès d'utilisation de produits dérivés. Qui plus est, par les particuliers, plus particulièrement sur la fin du mouvement, que ça soit des dérivés, que ça soit type option ou que ça soit des ETF, mais des ETF avec des effets de levier. Et là, effectivement, ça interroge sur des marchés plutôt normalement calmes et sans utilisation de ce type de produit. Et ça interroge d'autant plus lorsque l'on sait que les marchés actions et notamment les marchés actions américains, sont eux aussi gorgés de ce type de produits utilisés par les mêmes opérateurs, puisque aujourd'hui, pour vous donner un petit chiffre, on estime, alors c'est même des estimations plutôt vraies, puisque c'est facile à suivre de la part des bourses américaines, que 22% des options traitées tous les jours le seraient par des particuliers au sein de la bourse Ce qui est américaine, considérable. ce qui est Mm. considérable et qui est un chiffre au plus haut absolu, et que dans ces 22%, à peu près 60% des options seraient des options avec une valeur, une durée de vie à la journée. Donc vous comprenez que quand les marchés se retournent, quel que soit le sous-jacent, eh bien naturellement vous avez même pas le temps d'attendre. Il faut sortir. Alors si en plus ces marchés comme sont un peu particuliers et font l'objet éventuellement
de mesures, de précautions, de sécurité, ce qu'on appelle les déposits, les appels de marge, dont les règles sont changées en plein milieu de la partie, qui s'est passé sur l'or et l'argent, vous comprenez mieux que, effectivement, c'est un peu le canari dans la mine. Alors justement, puisque vous faites allusion au fait que les particuliers, puisque ils ne sont pas les seuls, mais jouent de plus en plus abondamment avec, l'effet de levier et qu'ils le font aux États-Unis avec, la tech. Est-ce que, j au moment où on s'interroge tout de même de plus en plus sur, finalement le modèle économique, attaché à l'intelligence artificielle, ce n'est pas un autre canari dans la mine finalement? Alors oui, il y a aujourd'hui des questions à se poser sur la tech américaine. Loin de moi de l'idée de remettre en cause le sous-jacent qu'est l'intelligence artificielle, la croissance qui va avec, mais juste d'avoir une lecture, un décryptage un peu du marché, et notamment sans revenir trop loin, en revenant sur la fin de l'année 2025 et en observant un phénomène qui est quand même assez intéressant. C'est cette sorte de rupture dans l'aspect monolithique des Mac 7. C'est-à-dire que les 7 magnifiques étaient prises comme telles. Alors parfois, on considérait que Tesla était un cas à part ou pas, mais peu importe. On s'aperçoit en fait qu'à la fin de l'année, 31/12/2025, vous avez eu sur les 7 magnifiques, finalement 2 titres dont Google, 2 titres qui étaient en très forte hausse par rapport au S&P, et puis 5 autres dont la performance était très inférieure à celle du S&P, que ce soit des Amazon et consorts. Ça, c'est intéressant parce qu'avant, elles montaient ensemble. Alors, c'est sûr que quand vous les regardez à travers la moyenne de performance des 7, qui plus est avec une Google qui a eu une très belle performance, vous vous dites les 7 magnifiques ont très bien performé. Mais en fait, tel n'est pas le cas quand vous les regardez comme ça par groupe et que vous décomposez la moyenne. Deuxième chose, vous apercevez effectivement à partir du mois d'octobre-novembre que le marché a considéré qu'il y avait ou qu'il y aurait des gagnants et des perdants. Et finalement, c'est ces deux écosystèmes qui se sont un peu séparés. D'un côté, celui de Google, et puis de l'autre, celui qui tourne autour d'Oracle, ChatGPT, etc. Euh, et il a commencé à se poser des questions à travers le thème de la dette, finalement, et à travers le thème des revenus et de cette capacité à rembourser la dette. Et ça, c'est très très clair, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et ça se prolonge sur le début de 2026 au moment où on se parle, depuis le 1er janvier, vous voyez, que les Mac 7 font moins bien que le S&P 493 depuis le début de l'année. Donc déjà, le thème en lui-même, à travers sa moyenne, souffre. Mais en plus, à l'intérieur de la moyenne, vous avez vu et entendu que les parcours qu'on commençait à observer à la baisse sur des Oracle, sur des Microsoft et autres, versus Meta ou Google, sont quand même beaucoup plus clivés. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, déjà dans la lecture du marché des Mac 7, qui, à mon avis, n'est plus un thème en tant que tel, ou en tout cas, il va falloir trouver sûrement un autre acronyme ou d'autres acronymes. Et puis, au-delà de ça, effectivement, se poser la question à un moment où, comme je vous le disais, les Mac 7 sous-performent les S&P 493 et sont même en difficulté pour certaines valeurs, de se dire, attention, c'est là que les particuliers américains sont surexposés et en produits dérivés. Et comme ils viennent de perdre de l'argent de manière assez significative sur l'argent, les métaux précieux, le Bitcoin, leur réserve pour faire ce qu'ils faisaient depuis le début de l'année, c'est-à-dire le buy the dip, j'achète à chaque fois que ça baisse un peu, elle est peut-être épuisée. Et ils ont plutôt tendance à tourner dans l'autre sens. Pire, c'est si le marché appuyait un peu plus fort et il commence à le faire sur des publications de résultats, là, il pourrait se retrouver en perte, entre guillemets, sur ce type de valeur, et donc on repart sur des idées éventuellement d'appel de marge ou autres, puisque beaucoup fonctionnent à travers des produits optionnels.
Donc, ça veut dire que là, on a, selon vous, en fait, une autre façon d'appréhender le marché. En tout cas, il faut prendre en considération que le thème des Max Seven n'est plus à jouer de façon indiscriminée. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, vous dites, bah, finalement, toute cette stratégie qui reposait sur l'achat des creux systématiques, elle risque d'en prendre un coup avec la montée de la volatilité, puisque en fait, bah, les appels de marge épuisent peut-être aussi un peu les particuliers, donc ils n'ont plus les poches assez profondes pour réagir, si d'aventure il y a des creux. Alors est-ce que, c'est pas aussi, je parle de la volatilité, le signe que, en tout cas du côté des professionnels, on s'inquiète de plus en plus du fait que, bah, comment dire? La croissance est peut-être moins solide qu'il n'y paraît, puisqu'on a une économie américaine dont on dit qu'elle est en K, c'est-à-dire que les 10 les plus aisés, font la croissance. Est-ce que, dans le cas où les marchés financiers commencent à donner de la gîte, eh bien, il n'y a pas cette crainte que, finalement, la consommation et la croissance américaine se retrouvent un petit peu, affectées par tout ça et que donc, bah, il faut s'écarter, bah, de tout ce qui est tech et aller plutôt sur, des défensives. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Alors, vous avez raison de parler de tout ça, Vincent. D'abord, pour reprendre votre propos, précédent, et notre échange sur les Max 7, ce côté monolithique qui s'est un peu, craquelé. Effectivement, ça continue et effectivement, il y a quelque chose que le marché est en train de prendre en compte, c'est qu'il se disait qu'avec l'intelligence artificielle, il y allait avoir beaucoup de gagnants, beaucoup de gagnants. Alors, quasiment tout le monde, hein, dont à la fois les sociétés qui faisaient des pelles, hein, c'est-à-dire ils vendaient les pelles, c'est-à-dire les puces, hein, les Nvidia pour simplifier, ceux qui cherchaient de l'or, donc toutes les startups, etc. Et puis il y a plein de sociétés qui, grâce à l'intelligence artificielle, allaient améliorer leur productivité, leurs résultats, etc. Et puis quelques perdants, parce qu'il en faut toujours, sociétés qui n'ont pas compris toute l'intelligence du modèle et le changement qui n'ont pas pu venir, comme il y en a à chaque révolution. Rappelez-vous par exemple Kodak qui avait raté le virage du numérique. Là, présentement, le marché est en train de changer d'idée et de se dire, comme l'avaient dit d'ailleurs certains patrons, je pense à Jeff Bezos, qui disait, il va y avoir des gagnants et il va y avoir des perdants, mais des grands perdants qui vont tout perdre. Et là, on commence à voir un marché qui effectivement, vous avez des gagnants, vous allez avoir des perdants, et là, c'est cette dichotomie, ce clivage au sein des Max 7 et des écosystèmes qui s'opposent et qui se font concurrence. Et vous savez que quand il y a de la concurrence, bah, il y a forcément moins de moins de marge finalement. Hein. Vous le voyez avec ChatGPT qui perd des parts de marché et qui donc fait des promotions, voire fait du gratuit, etc. Et puis, vous voyez, depuis quelques séances, le marché qui se dit, mais en fait, il y a des gagnants, des perdants au sein de l'AI, et il va y avoir beaucoup de perdants à côté. Vous l'avez vu avec les éditeurs de logiciels, ça va de SAP à noms qui me viennent en tête, mais tous les éditeurs de les Salesforce aux États-Unis, etc. Et puis on commence à voir depuis quelques séances avec des annonces, notamment que l'IA pourrait être facile à utiliser pour créer des logiciels, des livres, tout un tas de choses. Vous voyez même des agences de voyage qui se font disrupter en disant bon, on n'a même plus besoin de ce genre. Vous avez eu en bourse des titres comme Booking, Expedia, connaître de très fortes chutes. Donc vous avez un marché qui soudainement se dit ah mais finalement on va avoir que un peu de gagnants, beaucoup de perdants et peut-être des morts, puisque à Davos il se dit que la blague c'était que ChatGPT serait mort dans 2 ans. Et vous imaginez à côté tous ceux qui investissent de l'argent, de Oracle et autres. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'il disait visiblement autour de Davos. Mais le marché prend peur. D'ailleurs, le marché obligataire a pris peur avant le marché action. Et pour revenir à la deuxième partie de votre question, qui était cette économie américaine, en cas,
effectivement, dans la courbe Anka, qui est le haut du cas, c'est les 10% des Américains qui finalement gagnent beaucoup d'argent, soit parce qu'ils travaillent dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, soit parce que à travers leur économie, ils ont profité de la forte hausse de la bourse et notamment des valeurs de l'intelligence artificielle. On sait que leur consommation est très sensible au niveau de la bourse. Bon, dites-vous bien que Donald Trump, mais aussi Jérôme Powell ou d'autres, le savent bien. Mmh. Et puis on viendra après au bas de la courbe du CAC, c'est des gens qui, à l'inverse, n'ont pas d'épargne en bourse, n'ont pas d'épargne du tout même, et sont victimes, elles, de la hausse des tarifs et de la hausse, de la baisse du dollar qui crée une pression sur leur pouvoir d'achat. Mais intéressons-nous d'abord au haut du cas. Si d'aventure, effectivement, la bourse venait à trembler, à chuter, effectivement, on pourrait avoir dans ce cas-là un effet richesse négatif et ça Mmh. impacterait le haut du cas et donc la consommation. Ça, c'est quelque chose qui est très regardé par Wall Street, qui est très regardé par les politiques, d'autant plus dans une année électorale. Électorale. Vous Mmh. pouvez vous pouvez vous dire que ce week-end, il y a des chiffres astronomiques qui circulent sur les pertes des particuliers aux États-Unis, et en Europe et dans le monde, mais surtout aux États-Unis sur l'or et l'argent, avec les appels de marge et autres. Ça se chiffrerait, je mets du conditionnel, à plusieurs trilliards de dollars. Alors on peut me dire oui, ils en ont gagné tellement avant que oui, d'accord. Mais vous y rajoutez ça au Bitcoin et peut-être demain, et vous observez cette fragilité comment dire les bourses américaines et la techno, et vous comprenez que les institutionnels, pour revenir à la dernière partie de votre question qui était en fait la première, c'est-à-dire l'observation sur les valeurs défensives, vous comprenez que les institutionnels américains commencent à voir un peu le danger et ils ont eu le canari dans la mine avec ce qui s'est passé sur l'or et l'argent. Et vous voyez depuis plusieurs séances des titres, alors aux États-Unis, mais également en Europe, dopés pour d'autres raisons, c'est la baisse du dollar, on va y venir, mais des titres aux États-Unis comme PepsiCo, comme Verizon, c'est le téléphone, comme Procter Gamble, qui sont recherchés. En Europe, vous avez des séances là où on achète un peu l'équivalent, c'est-à-dire Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, regardez les parcours, Carrefour, je cite des valeurs que les gens connaissent, Henkel, Henkel c'est de la lessive. Quand les boursiers achètent de la lessive en bourse, quand même pas l'actif le plus sexy, on va dire, ou celui à la plus grande perspective, c'est qu'il y a quand même une forme d'inquiétude. Et là, ça correspond effectivement à ces repositionnements de portefeuille un peu rapides et violents, en se disant ce serait très bien que je remette un petit peu de défensif dans mes portefeuilles, des défensifs qui ont été mises à l'écart et qui donc sont sous-pondérés dans les portefeuilles, très sous-pondérés dans les portefeuilles, là où à l'inverse, les technos sont très surpondérés. Et comme on leur dit, et comme ils comprennent qu'il va y avoir peut-être, en tout cas c'est le nouveau un peu mantra, plus de morts que de héros, et que même les chercheurs de pelle, de ce fait, vont avoir du mal pour faire Nvidia, parce que s'il y a plus de morts que de perdants que de gagnants, finalement, vous vendrez à un moment moins de pelles, donc et moins de puces. Et donc, ça commence à changer d'avis. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe en bourse. Vous savez l'histoire. Un marché naît souvent dans le pessimisme et on dit qu'il meurt dans l'euphorie. C'est un peu ça. Mmh. Alors ça, c'est pour, la partie haute, du cas, là, en l'occurrence, ce questionnement, mais, il faut qu'on parle de la partie basse, puisque, en effet, on a une consommation au sein des catégories sociales, les moins favorisées qui est plutôt pas en berne, mais pas très dynamique, on va dire et on a fait allusion, vous avez fait allusion à la baisse, du dollar. Or la baisse du dollar, ça veut dire tout de même des prix importés qui montent. Donc, ce n'est pas bon pour le pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population américaine. Enfin, c'est pas bon pour le pouvoir d'achat en général, mais quand en plus vous voyez pas votre pouvoir d'achat progresser, parce que finalement les hausses de salaire, elles sont quand même plutôt mesurées aux États-Unis, c'est pas une bonne nouvelle.
Oui, absolument. C'est pour ça que effectivement, donc la partie haute du K, il faut l'observer et finalement c'est le niveau du S&P et du Nasdaq, mais il faut s'interroger. Et la partie basse du K, c'est effectivement les gens qui n'ont pas d'épargne, qui souffrent des tarifs. Et ça, Donald Trump commence à le comprendre puisqu'il a fait machine arrière sur certains tarifs, notamment des tarifs sur les aliments de base, hein, notamment ce qu'on appelle un peu les tarifs du petit déjeuner, pour faire simple, le café, le sucre, même des choses qui nous paraissent à nous un petit peu anecdotiques, mais qui ne le sont pas, comme les bananes, paraissent anecdotiques, mais les Américains sont les plus gros consommateurs de bananes. C'est un café, une banane au petit-déj, souvent, et pour le coup, dans une année électorale, c'est important. Donc, vous voyez, il a fait demi-tour sur des choses comme ça, mais effectivement, avec cette politique du dollar faible, eh bien, vous importez de l'inflation. Alors, pas sur le pétrole, parce que les Américains sont producteurs de pétrole, et c'est en dollars, mais sur tout un tas de produits importés qui viennent du reste du monde. À l'inverse, pour nous, vous l'entendez, on dit qu'en France, il n'y a pas d'inflation en ce moment. Bah oui, forcément, parce qu'avec un pétrole qui est au plus bas et en plus un euro qui a monté, bah, votre pétrole, il est vraiment moins cher. Mais par contre, si votre dollar baisse trop, vous allez, comment dire, gêner vos exportateurs. C'est d'ailleurs ce pourquoi le CAC 40 souffre, notamment avec les valeurs du luxe, qui sont très dollars. C'est ce pourquoi le CAC 40 souffre en relatif des autres, parce qu'on le sait, le CAC 40 est plus exportateur et plus dollars. Et c'est aussi ce pourquoi les marchés se réfugient un petit peu plus en Europe actuellement, là, et c'est un signe de plus dans ces histoires de valeurs défensives. Je vous citais les marchés qui retournent vers les télécoms, la distribution, la lessive ou des choses comme ça, vraiment des basiques. Mais si vous observez depuis quelques séances, vous avez les valeurs dites utilities et d'énergie, je pense à des RWE par exemple en Allemagne, qui étaient déjà très hautes, sur lesquelles les potentiels pouvaient paraître assez consommés, qui continuent de monter encore plus haut, commence à devenir cher entre nous. Alors vous pouvez y voir l'aspect défensif des choses, mais vous y voyez aussi l'aspect que beaucoup de ces valeurs ne sont pas dollars finalement, et donc ne souffrent pas d'éventuelles exportations à l'étranger. Donc vous avez un marché, vous voyez, qui s'interroge vraiment sur le dollar et sur sa baisse du dollar, et qui s'oriente en fonction de la baisse du dollar et en fonction un peu de la peur, bien notre canari, sur le reste du marché et ce sur lequel il a le plus de positions actuellement. Donc, voilà la lecture décryptage de ce mouvement qu'il ne faut pas ignorer, hein, qui a l'air assez, comment dire, qui est en tout cas des deux parties de l'Atlantique, avec en plus en toile de fond, au-delà des aspects géopolitiques sur lesquels je ne me prononcerai pas parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais vous avez aussi, je ne sais pas si on peut dire que c'est un autre canari, mais vous avez loin de nous, mais proche de nous en termes d'impact boursier, de corrélation boursière, toute cette actualité sur le Japon et sur les taux japonais, et comme on parlait du dollar, on peut aussi parler du yen et tout ça. Donc vous voyez, en tout cas, ça met de la peur dans le marché, peur que vous retrouverez sur le VIX, naturellement, américain, hein, qui est un petit peu plus tendu, hein, qui est plutôt entre 16 et 20 que entre Mmh. 13 et 16, comme il était ces derniers temps. On sent, hein, tout ça pour faire référence à notre canari, que des gens qui ont envie de remonter à la surface, là. Alors, quand je vous écoute, Sébastien, je me dis: «Bon, le dollar baisse, donc jouer les valeurs américaines, c'est compliqué». On voit bien que sur le marché américain, bah, les investisseurs professionnels vont plutôt sur les défensives aujourd'hui, donc ça veut bien dire qu'il y a une inquiétude en tout cas. On a des doutes, vous le dites bien, sur, le le caractère bénéfique, généralisé, de la thématique de l'IA, puisque là, on se rend compte, bah, qu'il y aura peut-être davantage de perdants que de gagnants. En tout cas, le marché, sanctionne un certain nombre de secteurs. On a vu le secteur des logiciels, des éditeurs professionnels aussi, souffrir énormément, ces derniers temps. Heu, on se dit, bah, finalement, bon, la tech, vous nous dites, bah, c'est plus à jouer de façon indiscriminée. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais en tout cas, la thématique, Max 7, on peut plus la jouer, de façon,
global. Il faut vraiment aller, au cas par cas. Vous nous dites également, bah, finalement, ouais, les marchands de pelles comme Nvidia, on les a joués à fond, mais aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a moins de gagnants que de perdants, bah, ça veut bien dire qu'à un moment donné, même eux seront affectés. Du côté de l'Europe, bah, si vous nous dites que, grosso modo, le marché est en train de se replier vers des valeurs qui sont mmh, moins exposées ou pas du tout exposées au dollar, ce qui est compréhensible. Bah, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui reste à jouer? Est-ce que bah, vous avez dit que certaines valeurs, étaient déjà chères, hein, vous avez mentionné, des utilities qui étaient déjà chères. On a des télécoms qui, pour certaines, commencent, aussi à devenir, assez, assez onéreuses. Alors qu'est-ce qui reste à jouer selon vous? Alors, d'abord, si juste on revient quand même sur les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même une partie des surpondérats, quoi, des poids forts de l'indice mondial et autres, et qui sont difficiles à ignorer. Moi, je mets juste, je vous lis le marché, en fait. Je vous dis ce que le marché est en train de faire et de tourner. Et donc, quand il tourne ce marché, il vend des valeurs, mais il en achète d'autres. Comme je vous l'ai dit, il se tourne vers des valeurs défensives. C'est pas pour rien que vous observez actuellement une surperformance du Dow Jones et que vous observez une surperformance du Russell 2000. Donc, bah, c'est ce côté un peu comme chez nous finalement, hein, un petit peu plus national et autres. En plus, en se disant quelque part que avec une vue assez électoraliste, il va y avoir peut-être un stimuli ou des aides ou autres, en tout cas des annonces pour la population américaine. Déjà, c'est vrai que les investisseurs, et notamment particuliers, regardent moins le Dow Jones que le S&P et le Nasdaq, mais c'est déjà une piste de réflexion. Une deuxième piste de réflexion, c'est d'essayer de décréter au sein de ces États-Unis, eh bien, cette surpondération, je dirais finalement un peu naturelle sur les valeurs de tech au sein du S&P 500 et donc de revenir, peut-être une fois de plus, mais de revenir sur un S&P 500 équipondéré. Comme ça écrète effectivement ces poids trop importants en fait sur la tech, tout en gardant quand même une exposition, et ça permet de jouer tout le reste que vous pouvez retrouver plus dans l'économie traditionnelle et finalement redonner du poids au S&P 493. Donc ça, c'est une deuxième piste, avec peut-être le Russell, mais si on veut jouer de manière médiane et on sait pas trop, et si on a du S&P 500 dans son portefeuille, bah, S&P 500, on peut l'arbitrer sur le S&P 500 équipondéré, il se paye à peu près le PER quand vous pondérez tout de la même façon, il se paye environ plus de 20% moins cher que le S&P normal. En plus, vous achetez du S&P, le même, mais décoté. Donc c'est déjà une piste. Sur l'Europe, effectivement, ce marché tourne. Alors il a des thèmes qu'il aime bien, l'énergie, la défense et autres, mais des thèmes dont on sait tous hein, qu'ils sont chers. Donc c'est pas dire qu'ils sont inintéressants, ça veut dire que leur potentiel est plus réduit. Et puis il y a cette histoire du dollar. Donc bah il y a le côté défensif, donc vous pouvez jouer toujours peut-être encore un peu la value, mais dans la value il y a les banques, il y a du potentiel, mais elles sont déjà un petit peu moins chères. Donc il faudrait y trouver plutôt les secteurs, comme on a dit, les plus défensifs, mais souvent les investisseurs particuliers n'aiment pas forcément ces valeurs ou les aiment plus parce que on estime que c'est pas très intéressant d'aller jouer sur un Carrefour, sur des valeurs d'alimentaire ou autres. Puis on a entendu récemment des histoires de Nestlé, de Danone et autres, on sait pas trop. Dans ce cas-là, on peut s'abstenir. Il y a les small caps qui ont fait une très bonne année l'année dernière. Les small caps, elles sont moins dollars que les grandes caps, beaucoup Mmh. moins. Et elles sont plutôt elles travaillent plutôt dans la zone euro, et de ce fait, elles peuvent être privilégiées par les marchés. Qui plus est, en plus, comme on revient au début de notre émission, on parlait de produits dérivés et autres, on sait que c'est un compartiment de marché qui est quand même moins pollué par les dérivés. Donc les small caps peuvent être paradoxalement, mais on n'est pas à un paradoxe près. Hein, quand on va sur l'or, on considère qu'il y a plus de volatilité que sur les actions aujourd'hui. Considérer les small caps comme étant plus protectrices n'est pas un paradoxe
très différents finalement. Et en plus, elles ont toujours une décote par rapport aux grandes valeurs. C'est-à-dire que la hausse de l'année dernière a réduit un peu cette décote, mais elle existe toujours en termes de valorisation, alors que l'histoire montre que c'est naturellement, normalement, une surcote. Ça, c'est pour l'Europe. Donc, vous voyez, quelque chose de plus défensif, quelque chose peut-être moins dollar et plus zone euro, qui profitera en plus quand même du plan de relance allemand, qui met du temps un peu à se déverser, mais qui est là. Donc, vous pouvez avoir un petit combo, un petit mélange entre à travers un ETF, par exemple, ou un fonds sur les valeurs européennes, et puis vous le dopez un petit peu avec le MDAX allemand, hein, les valeurs moyennes allemandes, normalement, profite directement de cet argent qui va un peu couler en 2026 et beaucoup se déverser en 2027. Et puis, il y a des gagnants de la baisse du dollar. C'est tous les pays émergents, puisque la plupart de ces pays ont en fait d'abord une sensibilité au dollar liée à leur monnaie qui est souvent liée, on dit pégée, liée au dollar. Donc quand le dollar baisse, un peu leurs monnaies peuvent baisser, mais surtout ce qui est le plus intéressant, et donc c'est plus favorable pour leurs exportations, mais ce qui est le plus intéressant surtout, c'est que leur endettement se fait en dollars à ces pays-là, parce que vous n'achetez jamais ou rarement de la dette de leur pays dit émergent dans sa monnaie locale. Et donc, ils émettent en dollars. Et comme le dollar est faible, ça fait mécaniquement, en fait, baisser leur endettement. Donc ça leur est très favorable. Vous avez des pays, beaucoup de pays qui sont importateurs nets de pétrole, en termes dans le monde émergent, et avec un pétrole qui est très bas et un dollar qui est faible, ils sont un peu comme nous, ils en profitent. Et puis, à l'inverse, vous avez un grand nombre de ces pays-là qui peuvent être exportateurs de matières premières qui profitent du nouveau cycle des matières premières, que ce soit des métaux plus ou moins rares, que ce soit du cuivre, que ce soit du uranium, que ce soit des choses comme ça. Et donc, il y a quand même un alignement de planètes, on l'a vu avec ce monde émergent, qui a fait de belles performances l'année dernière et qui profite tant que le dollar est faible, en tout cas, qui sont recherchés par les investisseurs. Et puis, on pourrait même y rajouter la tech dans certains pays. Après, il y a émergent et émergent. Alors, émergent, il y a tout de même une tentation d'aller justement sur la tech chinoise au moment où on a des questions qui se posent sur la tech en Occident. Est-ce que c'est le moment justement d'aller sur de la tech asiatique? Alors, d'abord, les marchés le font, parce que si vous regardez deux indices, celui de Taïwan, mais plus particulièrement celui de la Corée du Sud, vous voyez que ces indices, et notamment celui de la Corée du Sud, montent en flèche. Et montent en flèche avec deux, trois valeurs. Hein, que ce soit TSMC pour Taïwan ou SK Hynix qui a un parcours quasi parabolique pour la Corée du Sud. Donc effectivement, et à tel point d'ailleurs, si vous prenez le cas de la Corée du Sud, que la capitalisation boursière de la bourse de Corée du Sud est égale à celle du DAX, grâce à la hausse récente. Vous pouvez même vous demander s'il y a un côté émergent là-dedans, alors d'ailleurs que l'économie générale de la Corée du Sud n'est pas en bonne forme, hein, avec un PIB qui n'est pas plus fantastique que ça. Donc on voit vraiment cet attrait pour la tech en Asie, comme vous l'avez signalé. Et quant à la tech chinoise, oui, elle est recherchée parce que l'année dernière, les gens le savent peu, mais si vous aviez les Max 7 d'un côté et si vous aviez les Tech 8, parce qu'elles sont plutôt 8 en Chine, vous aviez une meilleure perf avec les Tech 8 qu'avec les Max 7. Surtout grâce à la fin de l'année que j'ai citée. Mhm. Et en plus, en termes de valorisation, elles sont moins chères. Et en plus, elles sont soit cotées à Hong Kong, soit cotées à New York, donc très facile d'accès à travers un EDR en dollars. Je pense que ce soit les Tencent, les Alibaba et autres sont accessibles sur la bourse de New York avec une action reflet dite ADR. Et puis vous avez même des ETF sur la Chine tech. Donc oui, les investisseurs institutionnels arbitrent un peu
sur de la tech américaine et vont sur la tech chinoise qui finalement est une décote. Mais c'est là que je vous dis attention, il y a émergent et émergent, parce que si vous revenez au début de notre conversation et que vous vous dites ah je m'interroge un peu sur la tech et autres, il y a quand même une corrélation, faut pas se leurrer, il y a quand même une corrélation. Et si vous arbitrez sur le simple fait du dollar et de ce que je vous ai dit sur les pays émergents, vous vendez allez, un peu de votre position Nasdaq ou S&P, mais votre S&P, s'il n'est pas équipondéré, il est très gorgé en tech. Si vous vendez du S&P pour acheter de la Corée du Sud, bah, finalement, vu les poids de sociétés comme SK Hynix, bah, finalement, vous vendez de la tech pour acheter de la tech. Donc, vous avez intérêt à vendre un gagnant pour acheter un gagnant et que ça se retourne pas. Donc, attention quand même, quand on dit émergent, à se dire, dans mon ETF émergent ou dans mon fonds émergent, quelle que soit la maison, qu'est-ce que j'ai dedans? Est-ce que j'ai de la Chine ou j'en ai pas? Et si j'ai de la Chine, est-ce que c'est de la Chine tech ou est-ce que c'est de la Chine tout court? Parce que quand vous achetez le MSCI China, vous achetez aussi l'immobilier, les banques, etc. Donc attention déjà, est-ce que j'ai de la Chine, j'ai pas de la Chine, et si j'ai de la Chine, quelle Chine j'ai? Est-ce que c'est plutôt du Hong Kong et de la tech, ou est-ce que c'est de la Chine générale avec la consommation qui est pas bonne? Et si je mets la Chine de côté et que je regarde, est-ce que j'ai plutôt de l'émergent asiatique, comme souvent c'est le cas, ou est-ce que j'ai de l'émergent global? Parce que au sein de l'émergent, si je prends une carte du monde, vous allez aller de l'Argentine jusqu'à la Corée du Sud, pour prendre les deux extrêmes de la carte. Et pour le coup, ce sont deux économies radicalement différentes, et donc vous achetez pas la même chose, ce qui me permet de faire une transition en partant de l'Argentine sur tout ce bloc Amérique avec un S, depuis que Donald Trump a montré au monde que effectivement la zone Amérique appartenait ou était une zone d'influence réaffirmée des États-Unis. Ben là vous avez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'émergent Amérique latine, qui est souvent délaissé par les investisseurs, en dépit du fait qu'il y ait des pays intéressants, je pense notamment au Brésil. Mais effectivement, cette Amérique latine, centrale et du Sud, c'est une Amérique qui, elle, est complètement pluguée sur le dollar faible, puisqu'elle est très interconnectée avec des monnaies très sensibles au dollar. Et puis, vous voyez bien cet alignement d'intérêts qui est en train de se réopérer. C'est une année, ce sont 2 années de fortes élections aux Amériques, pardon. Vous en avez eu au Chili, vous allez en avoir au Brésil, il y en a dans d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, avec effectivement une recherche d'alignement d'intérêts et derrière des accords qui sont passés, même des achats de défense, des avions, etc. Donc vous pouvez, à travers cette zone Amérique latine est intéressante, et pour le coup, elle est quand même beaucoup moins tech que la zone émergente Asie. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, il y a émergent et émergent, et dans un portefeuille, on regarde, on est obligé de regarder le risque et de se dire tiens, je mets deux choses à côté, est-ce qu'elles sont très corrélées, pas très corrélées, est-ce que mon risque est pas redondant? Bah, quand vous arbitrez, je sais pas, du Nasdaq pour de la Corée du Sud, malheureusement, avec les gros poids, comme je vous l'ai dit, vous faites des redondances. Si vous faites de l'émergent, et tel que je l'ai expliqué, vous en avez déjà moins avec l'Amérique latine. Et regardez les parcours l'année dernière du Brésil, de pays comme ça, ils étaient quand même bien supérieurs à ce qu'a pu faire, par exemple, l'Inde, qui avait eu un parcours très très décevant. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle en aura un nouveau, mais voilà, cette zone émergente m'intéresse, mais une zone émergente soit équilibrée, soit un fonds qui pourrait être, ou un ETF peut-être un peu plus émergent, et dans Asie, et dans ce cas-là, que j'équilibrerais avec un ETF pur Amérique latine. Écoutez, c'est un tour d'horizon complet. Je vais essayer de synthétiser ce que vous nous avez dit, Sébastien, puis vous me corrigerez encore une fois si j'ai mal interprété vos propos. Alors, ce que je comprends, moi, ça on l'a déjà dit, c'est que
Il faut tout de même faire attention à ce que j'appelais le canari dans la mine, au début de cet entretien, c'est-à-dire qu'on a un retour de la volatilité, qui, d'ailleurs est lié aussi à l'usage de l'effet de levier à grande échelle, pas que par les professionnels, mais également par les particuliers. On l'a vu, avec les mouvements erratiques et pour le moins spectaculaire, sur, le marché des métaux précieux, mais, on sait et ça vous l'avez également précisé, que la tech américaine est également, sujette à de grosses transactions avec effet de levier, de la part des particuliers également donc, voilà. Que l'on voit, ce que l'on observe, c'est que, en tout cas les professionnels commencent à revenir sur les défensives. Aux États-Unis, c'est assez, manifeste. Vous avez cité des titres, hein, de Procter& Gamble, PepsiCo, Verizon. Donc, on n'est pas là sur de l'activité qui fait rêver, mais c'est du voilà, c'est du défensif. Et pourquoi, le marché fait-il ça? Bah, déjà parce que, vous l'avez rappelé, on a une économie américaine, qui, présente, c'est une économie en K, où on a des fortes disparités selon les classes sociales. Donc on a une partie de population, pour qui tout va bien ou tout allait bien jusqu'à présent, qui s'enrichissait sur les marchés, qui jouait avec l'effet de levier notamment et qui était donc de plus en plus riche. Mais peut-être qu'aujourd'hui, justement avec une volatilité accrue, ben, les appels de marge commencent à faire des ravages aussi. Et c'est cette partie-là de la population qui assurait la croissance en grande partie de la consommation. De l'autre côté, bah, on a la population la plus fragile, qui est majoritaire, qui n'a même pas d'économie, qui joue pas en bourse et qui, elle, souffre sans doute de la baisse du dollar qui renchérit finalement les prix à l'importation. Donc c'est pas très bon et on sent bien qu'il y a une inquiétude qui se matérialise aussi autour du thème de l'IA, hein, ça vous l'avez bien dit. Et ça c'est un point sur lequel vous insistez. Alors avant de parler de l'IA, vous parlez des Max 7, vous disiez que il ne fallait plus les appréhender globalement, mais distinctement, parce qu'on voit bien qu'il y a de fortes disparités aujourd'hui de performance et de perception par le marché de ces différentes entreprises. Et puis pour le thème de l'IA, bah, vous dites que oui, aujourd'hui, le marché s'interroge de plus en plus parce qu'il se dit y avoir davantage de perdants que de gagnants. Et on a vu des retracements spectaculaires d'un certain nombre de titres, alors depuis des semaines, mais ça s'est même accéléré pour les éditeurs de la presse professionnelle tels que Wolters Kluwer ou Relix. On a assisté à des chutes terribles suite à une annonce d'Anthropic, hein, qui disait que dans le domaine juridique, eh bien, finalement, il avançait et donc le marché a pris ça pour une accentuation de la concurrence de l'IA pour ce type d'activité. Mais on a d'autres exemples. On a le secteur des logiciels aussi qui est en souffrance. Hein. On a vu ce qui est arrivé avec SAP. On a vu également avec Nemetschek en Allemagne, et on pourrait en citer plein d'autres. Hein. Donc on voit bien que il y a cette inquiétude-là, d'où le retour sur des défensives. Alors j'ai cité des exemples américains, mais vous avez mentionné aussi en Europe, bah, finalement la recherche de valeurs télécom ou de certaines utilities qui commencent pour certaines à devenir chères parce que voilà, on cherche aussi à se dédollariser dans son exposition, hein, puisque la baisse du dollar, on se dit qu'elle peut se poursuivre et que bah, toutes les valeurs qui sont très internationales et qui sont donc très sensibles au dollar, il vaut mieux éviter de les toucher en ce moment. Donc, on voit bien ces grands mouvements de balancier et ce que vous dites, bah, qu'une façon aujourd'hui de jouer ces tendances, c'est peut-être d'aller en Europe plutôt sur les small caps, puisqu'elles sont moins exposées au dollar. Donc, et il y a moins d'effets de levier aussi, il y a moins de produits structurés sur ces types de valeurs. Donc, c'est plus sûr. Aux États-Unis, vous avez dit qu'il fallait bah, finalement être plus équipondérés, c'est-à-dire aller chercher peut-être un, un ETF qui réplique le S&P, mais de façon équipondérée, avec le double avantage de moins embarquer de risques sur la tech et en plus de l'acheter moins cher, puisque l'équipondéré est décoté par
par rapport à celui qui a une pondération normale. Et vous dites aussi que ce qui vous intéresse aujourd'hui, alors vous avez mentionné, vous avez dit bon, c'est pas très sexy, mais voilà, il y a des titres comme Carrefour pour parler de groupes que l'on connaît en France. L'alimentaire, alors l'alimentaire, vous étiez plus circonspect parce qu'on a un certain nombre de scandales aujourd'hui qui font qu'on a beaucoup plus de réserves. Mais voilà, vous dites ce type de titre défensif, finalement, dans le contexte actuel, bah, c'est recherché par le marché et c'est peut-être vers cela qu'il faut se tourner. Et vous dites aussi que vous êtes intéressé par les émergents. Mais là encore, vous cherchez quelque chose de plus équilibré. Alors, on comprend que vous ne reniez pas, enfin, vous ne contestez pas l'intérêt de la tech asiatique, mais vous dites, bah, tout de même, c'est corrélé à la tech américaine, donc il faut faire attention et voir ce qu'on achète. Et puis, bah, finalement, aller sur des choses plus équilibrées. Encore une fois, vous mentionnez l'Amérique latine notamment en disant, bah voilà, c'est pas mal si on joue les émergents d'avoir ça à côté de l'Asie et pour avoir une diversification. J'ai correctement résumé C'était, votre analyse. c'était parfait, Vincent. Je crois que je n'ai absolument rien à rajouter. Bon, bah, Sébastien, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage et encore une fois bah, votre analyse qui nous est toujours précieuse. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter les émissions, à les partager et à mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. Sébastien, merci beaucoup. Merci, Vincent.